Attention, nous sommes sur le point de franchir une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Des scientifiques affirment que les 2 prochains siècles seront décisifs pour nous. Resterons-nous à jamais une petite civilisation de type 0 ? Ou partirons-nous à l'assaut des étoiles comme des êtres de niveau supérieur ? Vous ne savez pas ce qu'est une civilisation de type 0, je vous explique. À mesure que notre espèce grandit et se perfectionne, nos besoins en énergie explosent. Et ce n'est pas seulement parce que nous utilisons des sèche-cheveux, mais parce que toutes nos machines ont besoin d'énergie. Nos moyens de transport, nos usines et nos outils de communication. L'échelle de Kardashev permet de mesurer le degré d'avancement d'une civilisation en fonction de la quantité d'énergie dont elle dispose. Selon la plupart des spécialistes, il existe 7 niveaux théoriques de civilisation. Je vous évite une recherche sur Google. On considère aujourd'hui que l'homme se situe à 0,72 sur cette échelle. On n'a même pas encore atteint le type 1. Cette échelle a été inventée par un dénommé Nikolai Kardashev en 1964. Il l'a créée pour nous permettre de rechercher des signes de vie grâce aux signaux émis dans l'espace. Son échelle comporte 3 niveaux principaux qui indiquent la quantité d'énergie à laquelle une civilisation dispose. Au fil des ans, d'autres scientifiques ont ajouté d'autres niveaux, encore plus avancés. Cette échelle ne renseigne pas seulement sur l'énergie, mais aussi sur le niveau de connaissance d'une civilisation. Une espèce est désignée comme étant de type 1 lorsqu'elle peut recueillir toute l'énergie d'une étoile proche pour alimenter sa planète. Cela signifie que nous devrions multiplier notre production par 100 000 pour atteindre ce statut. Certains scientifiques estiment que nous pourrions atteindre le type 1 d'ici 100 à 200 ans. Mais pour cela, il faudrait exploiter toute l'énergie de la planète. Ça paraît incroyable, mais comparé à ce que peuvent y faire les sociétés de rang supérieur, il ne s'agit que d'un niveau de contrôle élémentaire. Le niveau de civilisation suivant est appelé type 2. Ces civilisations contrôlent entièrement leur étoile et utilisent toute son énergie. Nous pourrions y parvenir un jour en construisant une sphère de Dyson. Je vous épargne les détails techniques. Il s'agit d'une sorte de boule géante qui tourne autour d'une étoile et collecte toute son énergie avant de la renvoyer vers sa planète d'origine. Avec une telle quantité d'énergie, rien ne peut détruire une civilisation. Si nous passions au statut de type 2 et qu'un objet de la taille d'une lune se dirigeait vers la Terre, nous pourrions simplement le vaporiser ou l'envoyer vers Jupiter. Les civilisations de type 3 sont des experts en énergie et peuvent traverser la galaxie. Les humains qui évolueront vers ce type de civilisation seront très différents de nous. Ce seront des machines mi-biologiques, mi-robotiques. Et il est possible qu'ils nous méprisent. Je veux dire qu'il est peu probable que vous vous fassiez ami avec une personne de type 3. Il se peut aussi que ces humains possèdent des robots capables de se reproduire et de coloniser la galaxie. Mais leurs déplacements seront limités par les lois de la physique, du moins par celles que nous connaissons aujourd'hui. À moins qu'ils n'inventent un moyen de voyager plus vite que la lumière ou de se téléporter. Et on est encore très loin d'un tel avancement. Kardashev pensait qu'une civilisation de type 4 ne pouvait pas exister. C'est la raison pour laquelle son échelle s'arrête au type 3. Il pensait que ce type était la limite qu'une espèce pouvait atteindre. Certains sont d'accord avec lui, mais d'autres pensent qu'il pourrait y avoir des niveaux encore plus élevés. Les civilisations de type 4 et plus ont été théorisées par d'autres scientifiques. Une civilisation de type 4, par exemple, serait capable d'exploiter toute l'énergie de l'univers et même de vivre à l'intérieur de trous noirs. Leur technologie serait basée sur des lois que nous ne comprenons pas encore et que nous n'avons pas les moyens de découvrir à l'heure actuelle. Le type 5 est encore plus impressionnant. Il s'agit d'un niveau où les êtres ont le pouvoir de contrôler l'univers lui-même. Ils existeraient dans un monde aux multiples univers parallèles. Les humains sont très très loin de ce niveau. Mais si nous prenons soin de notre planète et de nos semblables, peut-être que nous l'atteindrons un jour. Ces civilisations auraient de la capacité de voyager d'un univers à un autre et même d'en créer un, de toutes pièces.
Elles contrôleraient la réalité et leur population serait si nombreuse qu'elles seraient, en théorie du moins, indestructibles. Une civilisation de type 6 serait encore plus puissante. Elle aurait les moyens non seulement de créer et de traverser d'autres univers, mais aussi de contrôler les paramètres de base de ces mondes. Elle existerait dans un grand nombre d'univers différents en même temps et pourrait modifier toutes les lois de la physique que nous connaissons. Elle existerait au sein de plusieurs versions différentes de l'espace et du temps, avec des passés et des avenirs différents. Une civilisation de type 7 ou K7 est capable de voyager et de contrôler l'ensemble de l'omnivers. L'omnivers est un terme qui fait référence à tous les univers, toutes les dimensions et toutes les réalités qui existent. On pense que ce niveau de puissance serait le fait d'un individu plutôt que d'une civilisation. Cette dernière ayant alors fusionné en une seule entité omnisciente, puissante et omniprésente. Mais ralentissons un peu la cadence. Avant d'atteindre tous ces niveaux, il nous faut d'abord atteindre le niveau 1, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela implique? À l'heure actuelle, nous ne sommes pas assez avancés pour être considérés comme une civilisation de type 1, car nos sources d'énergie sont limitées. Bois, charbon et pétrole. Mais il existe de nombreuses autres sources que nous n'avons pas encore découvertes ou utilisées. Il nous faudrait recourir à des sources renouvelables, le vent, le soleil et l'eau, pour répondre à nos besoins. Cette énergie serait si accessible qu'on n'aurait même plus de facture d'électricité. Dans une telle civilisation, l'énergie serait aussi essentielle que l'air. Une stratégie consisterait à transformer les catastrophes naturelles en quelque chose de positif. Par exemple, nous pourrions utiliser les tsunamis pour produire de l'électricité. Ou laisser tomber nos chantiers classiques et utiliser les tremblements de terre pour modifier les sols. En contrôlant les sources d'énergie, nous pourrions également contrôler la météo. Par exemple, nous pourrions envoyer des nuages de pluie vers une région en proie à la sécheresse et aider les populations. Si nous passions un jour au niveau de type 1, nous pourrions peut-être équilibrer la quantité de carbone dans l'atmosphère et contrôler la température de notre planète. Ainsi, les catastrophes naturelles seraient plus faciles à prévoir et moins dévastatrices. En outre, nous serions en mesure de vivre dans des endroits que nous n'aurions jamais cru possibles, sous l'eau, au sommet des montagnes où il gèle, ou dans le désert. Alors, sommes-nous encore loin de ce niveau? Une étude récente s'est penchée sur les différentes façons dont nous obtenons de l'énergie, notamment à partir de combustibles fossiles et de sources renouvelables. Le problème est que toute technique a ses limites. Par exemple, nous disposons d'un nombre limité de matières premières. Dans d'autres cas, les coûts d'exploitation sont trop élevés. Ces chercheurs ont donc adopté une approche prudente pour effectuer leurs calculs. Selon eux, nous pourrons atteindre un niveau d'énergie élevé, mais cela ne se produira pas avant l'année 2371. Ils se basent sur une théorie particulière d'avancement civilisationnel, mais nous pourrions y parvenir d'une autre manière. Et n'oublions pas non plus que la première règle pour devenir une civilisation avancée est de ne pas s'éteindre. Je sais, c'est une évidence. Mais dans notre quête pour exploiter toute l'énergie que notre planète a à offrir, nous devons aussi la protéger du mieux que nous le pouvons. Tant que nous n'aurons pas réussi à voyager aux confins de l'univers, la Terre restera le seul endroit où nous sommes chez nous. Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses gratte-ciels s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles, je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes
Et donc cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km/h. Le même voyage d'un bout à l'autre des États-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radiotélescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observait avec leur technologie, nous l'aurions découvert. Mais ils n'ont perçu qu'un grand silence, un peu comme ça, pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière, plus précisément sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue, c'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit, et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua clignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après, puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche, il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de sitôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Et oui, comme moi. Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusée. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs. Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ces flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer, ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle, ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète, et il n'a pas cette queue, et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler, donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue, bien que nous l'ayons découvert en 2017, il est dans notre système solaire depuis 1995. Et à cette époque, les rayons du soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde, il avait déjà perdu environ 95% de sa masse, c'est-à-dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse. Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace. Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se transforme en géante rouge, elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. Ensuite, elle rétrécit et explose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre, et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux. Et l'un de ces morceaux, Oumuamua, aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment, des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O, mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2.
Il serait resté intact dans l'espace interstellaire pendant 500 millions d'années et en arrivant dans notre système solaire, la glace d'azote aurait réfléchi les 2/3 des rayons du Soleil. Ainsi, il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue. On retrouve la même glace d'azote sur Pluton ainsi que sur Triton, l'une des lunes de Neptune. Donc, Oumuamua proviendrait d'une exoplanète glacée de ce type. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'en y envoyant une sonde spatiale. Les scientifiques ont élaboré un plan pour cela, appelé projet Lyra. Le problème, c'est que Oumuamua traverse notre système solaire à une vitesse incroyable, bien plus vite que n'importe quelle fusée d'invention humaine. Et nous devons rattraper ce caillou spatial le plus vite possible avant qu'il ne s'éloigne trop. Pour ce faire, nous pouvons nous servir de la gravité. Tout d'abord, la sonde spatiale survolera Jupiter. Elle passera près de cette planète et profitera de son immense gravité pour accélérer. Ensuite, notre sonde se dirigera vers le Soleil. Elle le contournera d'aussi près que possible afin d'être projetée comme par une catapulte vers le rocher spatial. La deuxième option pour atteindre l'astéroïde serait d'utiliser des microsondes. Nous devons en lancer environ 1 millier en orbite. Elles ne doivent pas être plus lourdes qu'une allumette. Chacune d'entre elles sera dotée d'une voile lumineuse de la taille d'un ring de boxe. Ensuite, nous concentrerons un puissant rayon laser depuis le sol sur cette voile. Cela nous permettra d'accélérer la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Il ne faut bien sûr pas qu'elle aille trop vite et passe à côté de l'astéroïde. Elle doit être en mesure d'entrer dans son orbite et de se poser dessus. Mais si nous sommes trop lents, Oumuamua quittera notre système solaire avant que nous puissions le rattraper. C'est une expérience très importante car à l'avenir, nous pourrions utiliser de tels astéroïdes comme des taxis spatiaux. Il nous suffira d'entrer dans l'orbite d'un astéroïde interstellaire ou même d'atterrir dessus. Ensuite, nous pourrons nous déplacer dans l'espace à des vitesses incroyables sans utiliser le moindre carburant. Ce serait une excellente option pour voyager sur de longues distances ou pour livrer du matériel dans d'autres systèmes stellaires. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de tels objets ? Une collision avec un astéroïde de la taille de Oumuamua pourrait anéantir un État entier. S'il devait tomber quelque part dans l'océan, il pourrait provoquer des vagues plus hautes que nos plus hauts gratte-ciel. Les scientifiques cherchent sans relâche des moyens de nous protéger contre de tels objets. L'un de ces moyens est le bélier. Si nous repérons un objet potentiellement dangereux, nous pouvons envoyer un vaisseau spatial vers lui. Et pédale au plancher, le vaisseau spatial devra rentrer dans l'astéroïde à un angle qui permettra de modifier un tout petit peu sa trajectoire. Le déplacer excessivement à l'échelle cosmique changerait radicalement sa destination finale et il suffit pour nous que l'astéroïde passe devant notre planète. Nous pouvons aussi créer une explosion contrôlée sur l'astéroïde. Le principe est le même. La force de l'explosion devrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde ou briser le gigantesque rocher en fragments moins dangereux. Les astéroïdes qui font jusqu'à 24 mètres de large se consument complètement dans notre atmosphère à cause de la friction de l'air. Les roches d'une taille comprise entre 24 et 800 mètres peuvent ne pas brûler complètement et causer des dommages localisés. Tout ce qui est plus grand est considéré comme très dangereux. Ah ouais ? Dans les films de science-fiction, la méthode habituelle consiste à placer des moteurs de fusée sur les astéroïdes. Grâce à cela, nous devrions être en mesure non seulement de modifier leur trajectoire, mais aussi de les contrôler. Et nous pourrions les utiliser ensuite contre d'autres astéroïdes, un peu comme si on jouait au billard dans l'espace. Selon la légende du satellite Chevalier Noir, un vaisseau spatial d'origine extraterrestre serait en orbite autour de la Terre depuis de très nombreuses années. C'est complètement fou, non ? Au fil des années, les partisans de cette théorie ont rassemblé tout un arsenal de données plus ou moins vraisemblables à son sujet. Jetons-y un œil et jugeons-en par nous-mêmes. 1899. Le célèbre scientifique Nikola Tesla a construit une tour géante dans son laboratoire de Colorado Springs. Cette tour était censée lui permettre d'étudier l'électricité atmosphérique et les ondes radio. Un jour, il a découvert quelque chose d'inattendu. La tour avait commencé à capter un signal apparemment artificiel. Au début, Tesla s'est dit que ce signal provenait de notre atmosphère. Mais il est apparu qu'il venait en réalité de beaucoup plus haut, de l'espace. Il en a donc conclu que c'est une civilisation extraterrestre qui émettait ce signal. Cependant, la communauté scientifique n'a rien voulu entendre. Même s'il respectait le génie de Tesla, il le considérait un peu comme un énergumène. Quelques années plus tard, cependant, les rapports de Tesla furent confirmés.
L'inventeur de la radio sans fil, Guglielmo Marconi, avait intercepté des signaux similaires. Puis, en 1927, c'est l'ingénieur radio norvégien Jørgen Holz qui a remarqué quelque chose d'inhabituel. Lorsqu'il envoyait des signaux sur une certaine longueur d'onde, ils lui étaient renvoyés quelques secondes plus tard. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un écho radio tout à fait ordinaire. Il n'est pas rare que de courtes ondes radio rebondissent entre la Terre et la stratosphère. Ce phénomène a pour nom propagation. Mais généralement, cela se produit très rapidement, environ 1/7 de seconde après la transmission initiale. Et les signaux que Holz recevait mettaient environ 15 secondes à revenir. Cela ne correspondait pas à ce à quoi les ingénieurs étaient habitués. Holz ne fut pas le seul à être témoin de ce phénomène. De nombreux passionnés de radio avaient capté et confirmé l'existence de ces signaux. Mais personne n'avait d'explication. Alors, qu'est-ce que c'était ? Tesla avait-il eu raison ? Démêlons un peu tout cela. Premièrement, ces signaux ont bel et bien existé. Ils ont été documentés par de nombreuses personnes. Mais les signaux de Tesla et Marconi et les échos de Holz ne sont pas du tout la même chose. En réalité, ce que Tesla et Marconi ont capté provenait de pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide. Elles naissent lorsque des étoiles plus grandes que notre Soleil terminent leur cycle de vie. Après ça, elles deviennent des étoiles à neutrons dotées d'une impulsion si forte qu'elles se mettent à tourner à une vitesse folle. Nous savons que les ondes radio émises par les pulsars peuvent parcourir de très grandes distances et atteindre notre planète. Les pulsars n'ont été découverts qu'en 1968. Il n'est donc pas surprenant que Tesla et Marconi n'aient pas su expliquer leur trouvaille. Mais Jørgen Holz alors ? Ce qu'il a découvert porte aujourd'hui le nom d'écho à délai prolongé. C'est un concept compliqué car, en vérité, ces échos restent encore un mystère. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient provenir de l'atmosphère terrestre, ou que ce sont les nuages de plasma du Soleil qui nous les renvoient, ou encore la Lune. Malheureusement, tout ça est encore une énigme. L'incident suivant eut lieu en 1960. Le New York Times publia un article qui disait « Un satellite silencieux non identifié a été découvert autour de la Terre, sur une orbite quasi polaire par les stations de surveillance des États-Unis. » L'identité et l'origine du mystérieux satellite, qui a été surnommé le satellite noir, sont inconnues malgré près de 2 semaines de traçage. De nombreuses personnes ont cru qu'il s'agissait du célèbre satellite Chevalier Noir. Mais, quelques temps plus tard, on a pu confirmer qu'il s'agissait en fait des débris d'un satellite ordinaire. Il fonctionnait mal et ses propulseurs l'ont envoyé dans la mauvaise direction, ont affirmé les scientifiques. Quoi qu'il en soit, toute cette histoire a entraîné un regain d'intérêt pour le Chevalier Noir. Les astronomes du monde entier ont soudain prétendu l'avoir observé. On soupçonnait presque n'importe quel objet non identifié d'être le célèbre vaisseau spatial noir. Mais jusqu'à ce moment, toutes les photos et données concernant le mystérieux satellite provenaient d'observatoires terrestres. Pour prouver ou réfuter son existence, il nous fallait des témoins en orbite. Gordon Cooper était un pilote et l'un des premiers astronautes de l'histoire de l'humanité. En 1963, il participa à la plus longue mission spatiale américaine de l'époque, Mercury Atlas 9. Pendant ce vol, il découvrit un étrange objet vert, peut-être d'origine extraterrestre, juste devant son module. Il en parla tout de suite à son équipage au vol. NBC News en reprit l'information et essaya d'interviewer Cooper à son sujet. Mais, étrangement, les comptes rendus de la NASA et Cooper lui-même ne semblaient plus accorder beaucoup d'importance à cette découverte, comme si rien n'était arrivé. Plus tard, la NASA publia son explication officielle. Il y a eu un dysfonctionnement électronique à bord de l'appareil. Il a entraîné une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et provoqué des hallucinations chez Cooper. Notre pilote confirma cette déclaration. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence si, au moment de prendre sa retraite, il a commencé à s'intéresser aux civilisations extraterrestres. Et même si nous admettons que tout cela est vrai, qu'un mystérieux vaisseau spatial orbite autour de la Terre, que nous veut-il ? Pourquoi nous observerait-il ? En 1973, Duncan Alasdair Lunan, un chercheur écossais, décida d'enquêter sur le sujet. Il rassembla toutes les données recueillies par les scientifiques norvégiens et les examina. Soudain, il remarqua des déviations pouvant éventuellement cacher un code. Il disposa les données sur un graphique, un axe représentait le délai entre les échos, et l'autre la position de l'écho dans la séquence. Et il découvrit un ensemble de points qui ressemblait à une carte de l'espace. Plus précisément, à la carte de la constellation du Bouvier.
Lunan analysa les échos enregistrés par des astronomes français en 1929. Encore une fois, il trouva la même constellation. Mais l'une des étoiles se trouvait à un endroit légèrement différent. Lunan pensa alors, et s'il s'agissait en fait d'une ancienne carte des étoiles? Après avoir remonté le temps, Lunan obtint enfin une image complète. Il découvrit que la constellation en question avait bien cette forme il y a 13 000 ans. Cela pouvait vouloir dire qu'il nous observait depuis des milliers d'années. En 1973, Lunan donna une interview au magazine britannique Spaceflight. Il déclara avoir déchiffré le message radio caché dans les échos à délai prolongé. Le message disait « Commencez ici. Nous habitons Upsilon Bootis, qui est une étoile double. Nous vivons sur la 6e planète sur 7 en partant de notre Soleil, la plus grande étoile. Notre 6e planète a une lune. Notre 4e planète en a 3. Nos premières et 3e planètes en ont une chacune. Notre sonde se trouve au niveau d'Arcturus, connu dans nos cartes. Incroyable, non ? Mais même si ces transformations furent publiées dans le New York Times et dans Time Magazine, personne ne prit vraiment Lunan au sérieux. Malheureusement, sa théorie n'était pas fondée sur des preuves. Plus tard, il se rétracta lui-même, disant qu'il avait fait des erreurs évidentes et que ses méthodes n'étaient pas scientifiques. Il avait simplement spéculé sur la signification de ces signaux. Et enfin, la dernière partie de notre histoire, cette photo. Le 4 décembre 1998, la navette spatiale Endeavour entreprit sa mission STS-88. C'était la première mission vers la Station spatiale internationale. Le 11 décembre suivant, la NASA prit et publia une série d'images où l'on pouvait clairement voir un objet inhabituel dans l'orbite de la Terre. Ces photos ont immédiatement fait le tour des médias. Tout le monde pensa qu'il s'agissait du satellite Chevalier Noir dont on parlait depuis des années. L'avait-on enfin trouvé après 100 ans de spéculation ? Mais, comme d'habitude, la vérité s'avéra bien plus banale. Pendant la mission, l'un des astronautes avait installé un revêtement thermique. Mais le revêtement était mal fixé, et il s'était détaché et s'était envolé. Les photos avaient été prises pour documenter cet incident. La légende du Chevalier Noir est très intéressante. On peut passer des heures à l'étudier à la recherche de nouvelles informations et connaître son histoire. Il s'agit en fait d'un fouillis de témoignages, de rapports et de photos de vrais satellites sans aucun rapport entre eux. Tous ces éléments ont été mélangés pour former un mythe sans réelle cohérence. Mais un mythe absolument fascinant. Tu prends une paille géante et tu commences à gonfler Saturne. Elle devient de plus en plus grosse, et plus grosse, et plus grosse encore. Ça suffit. Maintenant, ajoutons-lui des anneaux géants. Voilà, je te présente Super Saturne, également connu sous le nom de Saturne sous stéroïdes. C'est un objet réel que les scientifiques ont découvert en 2012, une planète nommée J1407b. Et les astronomes ne sont toujours pas certains de ce dont il s'agit vraiment. Il pourrait s'agir d'une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surface solide. Donc si tu voulais mettre le pied sur cette planète, tu tomberais simplement à travers elle jusqu'à son noyau. Mais il pourrait aussi s'agir d'une naine brune, soit quelque chose entre une grosse planète et une étoile à part entière. De tels objets doivent être suffisamment lourds pour déclencher des réactions thermonucléaires, comme celles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Mais la puissance de ces réactions est trop faible pour que les naines brunes brillent et émettent de la chaleur. Pour imaginer la taille et le poids de J1407b, regardons notre Terre. Si tu mets notre planète sur une balance, celle-ci indiquera son poids en tonnes d'un 6 suivi de 21 zéros. Notre planète fait environ 12 700 km de diamètre. C'est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Elle est aussi 318 fois plus lourde. Si Jupiter était un seau, tu pourrais y mettre 1321 terres. Et voici notre héroïne du jour, Super Saturne. Elle est presque 20 fois plus grande que Jupiter. Pour équilibrer la balance, il faudrait mettre 6360 terres de l'autre côté. Les anneaux de cette planète sont si vastes que s'ils étaient dans le système solaire, ils occuperaient plus de la moitié de l'espace entre le Soleil et la Terre. Et si Super Saturne échangeait sa place avec notre Saturne à nous, tu pourrais voir ces anneaux à l'œil nu. Ils seraient plus grands qu'une pleine lune. On peut supposer que ces anneaux sont apparus de la même façon que ceux qui entourent notre Saturne. Selon une théorie, il serait ce qu'il reste d'une lune aujourd'hui disparue. Son orbite n'était pas stable et au fil du temps, la Lune a été mise en pièces par les forces de marée de l'énorme planète autour de laquelle elle tournait.
De petits morceaux de cette ancienne lune ont pris place sur l'orbite de la géante. Ils sont entrés en collision les uns avec les autres, exactement comme dans un mixeur. Après un certain temps, il n'est plus resté que des particules de poussière et de glace se déplaçant autour de la colossale planète. Une autre théorie suggère que les anneaux sont apparus après que la Lune soit entrée en collision avec un astéroïde ou avec une autre Lune. Le mixeur gravitationnel a alors fait son travail et a transformé tous ces débris de Lune en anneaux. Certains scientifiques pensent que les anneaux se sont formés à peu près en même temps que la planète elle-même. Ils ne seraient donc que les restes d'une nébuleuse planétaire, à savoir un nuage de gaz, de débris spatiaux et de poussière. Plus tard, tout ça est devenu compact et s'est solidifié pour former une planète. Nous ne pouvons que spéculer sur l'origine des anneaux de Super Saturne, mais les scientifiques affirment que leur masse représente 80% de celle de la Terre. Cela signifie peut-être que la Lune qui orbitait autour de J1407b avait à peu près la même taille que notre planète. Il y a un petit trou au milieu de ces anneaux. Les scientifiques pensent que la Lune de Super Saturne pourrait s'y trouver. Si c'est le cas, elle devrait avoir à peu près la taille de Mars. Si les scientifiques ont raison et que Super Saturne est en fait une naine brune, alors c'est une découverte incroyable. Les scientifiques pourront la regarder vieillir. On suppose que les naines brunes perdent leur énergie et rétrécissent, se ternissant peu à peu. Et quand une naine brune a épuisé toute son énergie, elle se transforme en une naine noire. Il est alors facile de la confondre avec un trou noir. Nous n'avons encore découvert de naines noires nulle part dans l'univers parce qu'il leur faudrait des milliards et des milliards d'années pour se former. Notre univers est trop jeune et aucune étoile, même parmi celles qui sont apparues dès la naissance de l'univers, n'a eu le temps de devenir une naine noire. L'un des objets les plus anciens de l'univers est cette naine blanche au nom assez long, WD 0346 plus 246. Elle a environ 11 à 12 milliards d'années et est à moitié plus froide que notre Soleil. Et elle ne cesse de se refroidir. Il lui faudrait en années environ 10 suivi de 15 zéros pour se transformer en naine noire. À titre de comparaison, l'univers est âgé, en années encore, de 1,4 suivi de 10 zéros années. Les scientifiques pensent qu'une naine noire existera pendant environ 10 suivi de 25 zéros années, se nourrissant de matière noire. Après ça, ces protons, les plus petites particules de matière, commenceront à se désintégrer. Et ensuite, la naine noire s'évaporera tout simplement. Cela prendra encore 10 suivi de 49 zéros années. Mais si les protons restent intacts, un scénario bien plus intéressant attendra la naine noire. Dans 10 suivi de 1500 zéros années, la naine noire deviendra une étoile de fer. Il s'agit en gros d'un énorme boulet de canon dans l'espace. Cette sphère de fer existera des milliards de fois plus longtemps que notre univers tout entier n'a encore existé, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en trou noir. Le processus de formation d'une naine noire est donc extrêmement long. Il faudrait un temps fou à une étoile ordinaire pour vieillir ainsi. Mais Super Saturne, si c'est une naine brune, pourrait être beaucoup plus proche de cet état. Saturne sous stéroïde n'est pas la seule planète étrange de notre univers. Voici Gliese 436b. Elle a été détectée à l'aide de la méthode du transit. Un transit se produit lorsqu'une planète se déplace entre son étoile hôte et un observateur. C'est un peu comme une éclipse lunaire. Cette planète fait 4 fois la taille de la Terre et est 22 fois plus lourde. C'est presque autant que Neptune. Elle abrite un monde aquatique hors du commun. L'eau y est solide, mais ce n'est pas de la glace. Elle a une température d'environ 270 degrés Celsius. L'eau de ta casserole se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius, mais sur Gliese 436b, le liquide reste solide à cause de la pression extrême qui règne sur la planète. Les scientifiques ont aussi découvert que son atmosphère s'évaporait dans l'espace. C'est pourquoi il y a un nuage circulaire géant autour d'elle. Il se déplace constamment sur son orbite, ce qui donne à la planète une longue queue qui ressemble à celle d'une comète. Cancri E détient des richesses incroyables qui valent plus que tout l'argent de la Terre. Il y a des diamants éparpillés partout sur la planète. Cancri E est environ 2 fois plus large et 8 fois plus lourde que la Terre. Cette planète ne tourne pas. Un seul de ses côtés fait toujours face à son étoile hôte. Sa température de surface est presque 2 fois plus élevée que la température d'un feu brûlant. Et comme son étoile hôte est riche en carbone, la planète contient de grandes quantités de cet élément. La pression et les températures intenses aident à transformer le carbone en graphite et en diamant. Malheureusement, cette planète se trouve à 40 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 730 000 ans pour s'y rendre avec une fusée ordinaire.
Une autre planète riche en pierres précieuses est AT-P-7b. Elle se trouve à environ 1000 années-lumière de la Terre. Elle est 60% plus grande et presque 2 fois plus lourde que Jupiter. Cette planète est si proche de son étoile hôte qu'elle en fait le tour en seulement 2 jours terrestres. En raison de cette proximité avec l'étoile, AT-P-7b est presque aussi chaude qu'une naine blanche. Si tu regardes la face nocturne de cette planète, tu verras des nuages étranges. Les scientifiques pensent que ces nuages sont peut-être riches en corindon. C'est la substance qui forme les rubis et les saphirs. Il est donc probable qu'il y pleuve des pierres précieuses aussi chères que magnifiques. WASP-12b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Un seul de ses côtés fait face à son étoile hôte. La surface de la planète est si sombre qu'elle dévore environ 94% de toute la lumière visible. Elle ressemble donc beaucoup à un trou noir. L'étoile hôte réchauffe tellement cette planète que la matière qui s'y trouve s'évapore continuellement. Puis la forte gravité de l'étoile attire ce nuage vers elle, formant un disque. Mais TRES-2b est la championne. C'est la planète la plus sombre que l'on connaisse. Elle absorbe 99% de la lumière provenant de son étoile. Ce qui signifie qu'elle absorbe plus de lumière qu'un morceau de charbon. 1% de la lumière restante est rouge car elle est réfléchie par cette géante gazeuse. De loin, cette planète a l'air vraiment maléfique. L'une des plus anciennes planètes de l'univers est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années. Cela signifie qu'elle s'est formée environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette planète est si vieille que ces 2 étoiles hautes ont eu le temps d'évoluer. L'une est une naine blanche, l'autre est un pulsar qui fait presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être époustouflants. En ce moment, ce système stellaire se dirige vers un dense amas d'étoiles. Il est probable que cela finisse par une collision stellaire. Le sort de cette planète est donc inconnu. Kepler 438b est l'une des planètes les plus similaires à la Terre. Elle n'est que 12% plus grande et se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte, ni trop proche, ni trop éloignée. À cette distance, l'eau ne s'évapore pas à cause de la chaleur et ne se transforme pas en glace à cause du froid. Cette planète pourrait abriter de la vie à sa surface. À l'avenir, elle pourrait aussi devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Mais il nous faudrait encore 470 ans pour nous rendre sur cette planète, même si nous voyagions à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible en raison des lois de la physique. Dans l'espace, l'obscurité entre des points de lumière aveuglantes cache des trous noirs béants, affamés et effrayants. Leur obscurité complique la tâche d'obtenir des informations détaillées sur ces monstres de l'espace qui incombent aux astronomes. Lorsqu'une étoile puissante et massive atteint la fin de sa vie, elle ne peut pas s'évanouir dans le néant. L'un des scénarios les plus probables est que l'étoile arrivera à court de son combustible nucléaire. Puis, dans un éclair de lumière, elle s'effondrera sous sa propre gravité. Si l'étoile était assez grande, elle se transformera alors en un trou noir. Il existe un type hypothétique de trou noir appelé primordial. Les scientifiques n'ont jamais eu la preuve réelle de leur existence. Ces trous sont incroyablement vieux et relativement petits, selon les normes d'un trou noir bien sûr. Les astronomes pensent qu'ils auraient pu apparaître quelques millisecondes après le Big Bang. À cette époque, les étoiles et les galaxies n'étaient pas encore nées. Cela signifie que les trous noirs primordiaux ont probablement été les témoins de toute l'histoire de l'univers. À ce jour, les plus petits trous noirs primordiaux se sont très probablement évaporés. Mais les plus gros peuvent encore être disséminés dans l'espace. Mais comment sont apparus les trous noirs primordiaux ? Au tout début, l'espace était différent. Dans certaines zones, il faisait plus chaud et dans d'autres, plus frais, tandis que certaines zones étaient extrêmement denses. Les scientifiques pensent que ces zones denses auraient pu s'effondrer en trous noirs primordiaux. Mais le plus étrange, c'est que ces trous sont peut-être si petits justement parce qu'ils sont apparus juste après le Big Bang. Plus un trou noir mettrait de temps à apparaître, plus il serait grand. La différence de masse entre les trous noirs les plus anciens, plus petits, et les plus jeunes, plus grands, est considérable. Compare une masse 1000 fois plus grande que celle de notre Soleil à celle d'un dragibus, et tu auras une idée. Il existe une théorie selon laquelle les trous noirs primordiaux auraient pu être constitués de matière noire. On pense que cette matière représente environ 80% de la masse de l'univers observable. Les astronomes ne peuvent pas voir directement cette substance bizarre car elle n'émet pas de lumière ni aucune sorte d'énergie. L'idée est restée marginale pendant des décennies.
Mais récemment, les scientifiques ont réalisé qu'il y a beaucoup plus de trous noirs dans l'univers qu'ils ne le pensaient. Et cela signifie que la théorie pourrait bien être vérifiée. Et la vaste population de trous noirs du Big Bang, qui nous est encore cachée, pourrait non seulement être constituée, mais être de la matière noire. Après tout, les astronomes n'ont pas encore observé une seule particule de matière noire, même après des décennies de recherche. Certains scientifiques affirment que la matière noire ne peut pas être composée de tonnes de trous noirs primordiaux de différentes tailles. Ils se heurteraient bien trop souvent pour que cela puisse fonctionner. D'autres objectent que les trous noirs peuvent exister par paires, puis un troisième peut toujours s'approcher de la paire et remplacer l'un des trous initiaux. Après tout, notre univers grouille de trous noirs. Ce processus se répéterait encore et encore, ce qui signifie qu'il n'y aurait presque pas de fusion ou de collision. Les trous noirs primordiaux pourraient se regrouper en amas d'une taille équivalente à la distance entre notre Soleil et l'étoile la plus proche. Chacun de ces amas pourrait abriter des milliers de trous noirs, tous entassés les uns contre les autres. Un gigatrou noir, d'une masse équivalente à 30 fois celle du Soleil, pourrait se trouver au centre. Et d'autres, plus petits et plus banals, pourraient occuper le reste de l'espace. De tels amas pourraient se trouver partout où les astronomes pensent que se trouve la matière noire. Mais jusqu'à présent, il ne s'agit encore que d'une théorie, aussi enthousiasmante soit-elle, et certains scientifiques ne la soutiennent pas encore par manque de données. Les trous noirs se comportent parfois comme des volcans galactiques massifs. De temps en temps, ils entrent en éruption. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie, et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Récemment, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. La radio et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui est entré en éruption il y a de nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère alors formé, qui était en fait un trou percé dans le gaz chaud de l'amas, pouvait contenir 15 fois la Voie lactée. Récemment, des astronomes ont découvert que l'une des étoiles les plus massives de notre voisinage pourrait bien avoir disparu. L'étoile planait dans l'espace à 75 millions d'années-lumière de la Terre, ce qui est trop loin pour que les scientifiques puissent distinguer clairement les différentes étoiles, à moins qu'elles ne soient vraiment massives comme celle dont nous parlons. Elle était gigantesque et brillait 2,5 millions de fois plus que notre Soleil. Les astronomes ont vu pour la dernière fois la lumière de l'étoile en 2011, mais quand ils ont décidé de l'examiner de plus près, plusieurs années plus tard, ils ne l'ont pas trouvée. Les étoiles aussi énormes s'éteignent généralement dans une supernova extrêmement brillante. Mais là, rien du tout, ce qui a laissé les scientifiques tout à fait perplexes. Une théorie affirme qu'elle s'est effondrée en un trou noir, et c'est arrivé sans déclencher une supernova au préalable. Cela se produit parmi les étoiles qui approchent de la fin de leur vie, mais c'est très très rare. K2 141b est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent en nuages, se condensent et retombent sur la surface sous forme de pluie. Mais au lieu de l'eau, tout cela se passe avec de la roche. La surface de l'exoplanète est recouverte de mers de lave de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Les températures sur K2 141b atteignent 2800 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans se vaporise dans l'atmosphère. Ensuite, les vents supersoniques, qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1,6 km par seconde, transportent cette vapeur de roche vers le côté obscur de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme de pluie rocheuse. Il va te falloir un bon parapluie. Une étoile appartenant à la galaxie GSN 069 pourrait se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans les prochains billions d'années. Tout cela grâce aux rencontres régulières de l'étoile avec un trou noir. Tout d'abord, les astronomes ont remarqué des éclats de rayons X bizarres. Ils étaient très brillants et se produisaient toutes les 9 heures. Après avoir examiné ce phénomène, les chercheurs ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile qui se trouvait sur une orbite unique autour d'un trou noir. Et les éclairs qu'ils ont vus étaient la matière qui se détachait de la surface de l'étoile. Ce phénomène se produisait chaque fois que l'étoile passait devant son hôte. Au cours de millions d'années, le trou noir a déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus ne va pas s'arrêter de sitôt.
Les astronomes ont récemment découvert des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent à proximité de microbes. C'est pourquoi une nouvelle théorie affirme qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Mais si c'est le cas, elle ne peut apparaître que dans les nuages, car aucun organisme vivant ne pourrait survivre à l'environnement extrême de cette planète. Sa surface est en effet incroyablement sèche, dépourvue d'eau liquide et avec une pression 90 fois supérieure à celle de la surface terrestre. Les températures y atteignent presque 480 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour faire fondre certains métaux. Du méthane, un gaz généralement produit par les êtres vivants, a été découvert sur Mars en 2013. Le vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne l'a détecté dans le cratère Gale près de l'équateur martien. Cette découverte pourrait un jour apporter des réponses quant à la présence de vie sur Mars. L'astéroïde 2019 OK a effrayé les scientifiques en passant près de notre planète en juillet 2019. Ce rocher assez massif, jusqu'à 122 mètres de diamètre, est apparu de nulle part. Il a voyagé très près de la Terre, à seulement 72 000 km. C'est moins d'un cinquième de la distance qui sépare la Terre de la Lune. La couche extérieure du Soleil est bien plus chaude que sa surface. Les températures varient entre 5500 degrés Celsius près de la surface et 555 000 degrés Celsius au niveau de la couronne, c'est-à-dire la couche la plus externe du Soleil. La raison de ce phénomène pourrait être les nano-éruptions. Ce sont de puissants éclats de chaleur réguliers provenant de l'étoile. Une autre théorie désigne plutôt la couche qui se trouve juste sous la surface du Soleil. Elle semble générer un faible champ magnétique. C'est pourquoi, lorsque l'énergie de cette couche quitte le Soleil, elle chauffe la couronne à travers un réseau de branches et de racines magnétiques. La Lune est peut-être encore en train de rétrécir. Le diamètre de notre satellite naturel a perdu 45 mètres depuis plusieurs centaines de millions d'années. Si ses entrailles continuent de se refroidir, cela pourrait expliquer les séismes qui secouent la surface de la Lune. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le premier tremblement de Mars de l'histoire. Ces séismes se sont répétés à raison de 2 par jour environ. La plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les ressentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes y ont été détectés. Ce sont les premiers séismes enregistrés sur un corps céleste autre que la Terre ou la Lune. Un autre phénomène mystérieux découvert par la mission était les étranges impulsions magnétiques. Elles se produisaient chaque nuit autour de l'atterrisseur. On ne sait toujours pas ce qu'étaient ces impulsions. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle comporte également plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. D'ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère, appelée exosphère. Elle se compose d'hélium, de néon et d'argon, mais elle est 10 billions de fois moins dense que l'atmosphère terrestre. La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la troisième couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre, et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté.
Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord, et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autres points comme celui-ci qui puissent faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique, sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire.
En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas.